La vidéo montre que l'envoi de munitions nord-coréennes aux Russes met en évidence le principal atout des Nord-Coréens face à la Corée du Sud. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Non. Ce ne sont pas encore les armes nucléaires, mais l'immense ligne d'artillerie que les Nord-Coréens ont positionnée le long de la frontière sud. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en parler davantage et voir quelle est la stratégie nord-coréenne pour faire face au Sud en cas de guerre. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Votre soutien est très important pour que la chaîne Géopolitique Mondiale continue d'exister et envisager de devenir membre. En tant que membre, non seulement vous aurez un accès anticipé d'1 mois aux vidéos de la chaîne, mais aussi un accès au contenu exclusif avec des vidéos de cours, les podcasts complets et les lives. Avec moi, je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. La Range Corporation, un groupe de réflexion américain lié au département d'État des États-Unis et à ses agences de renseignement, a rédigé un rapport commentant les scénarios possibles d'un éventuel conflit entre les deux Corées, les États-Unis et le renseignement. Ces rapports ne sont pas des prophéties visant à prédire 100% des guerres, mais en plus de leur taux de précision élevé. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que ces rapports nous donnent une idée de ce que nous appelons l'analyse des risques, afin d'avoir une certaine dimension factuelle, et sans supposition sur les conséquences impliquées dans ces scénarios. La première chose que nous devons prendre en compte, c'est la capacité militaire de la Corée du Nord, parce que nous avons ici la situation 880. D'un côté, il y a ceux qui pensent que les Nord-Coréens sont au bord de l'extinction, et d'autres qui pensent que la Corée du Nord est le paradis sur Terre, comme s'il s'agissait de ces brochures des témoins de Jéhovah. Et ce n'est ni l'un ni l'autre. La première chose que vous devez garder à l'esprit, c'est que le dirigeant nord-coréen n'est pas fou, mais un acteur froid, hautement rationnel et calculateur, tout comme son père et son grand-père. Penser qu'il est fou ferait simplement de la Corée du Nord un acteur imprévisible et instable. Mais c'est loin d'être le cas. Qu'on les aime ou non, ils sont stables et assez mathématiques dans leurs actions. La direction nord-coréenne peut être beaucoup de choses, mais folle n'en fait pas partie malgré les énormes fragilités que possèdent les Nord-Coréens qui condamnent leurs capacités. En fait, ils parviennent à bien manœuvrer politiquement dans leurs relations avec la Chine, la Russie et les autres pays. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ils pourraient utiliser des armes nucléaires et c'est pour cela qu'ils sont tellement redoutés. La vérité, c'est que non, pour l'instant, à la date où j'enregistre cette vidéo, non. Ils ne disposent pas encore de moyens efficaces pour livrer leurs armes nucléaires et cela est tout aussi important que de posséder les armes nucléaires elles-mêmes. Cela signifie qu'ils n'ont pas, pour l'instant, les moyens de faire parvenir leurs ogives nucléaires dans le pays cible, même s'il s'agit de la Corée du Sud. Mais, je le répète, pour l'instant. Pour cela, ils ont besoin de ce que nous appelons la miniaturisation des ogives, c'est-à-dire la capacité de faire tenir les ogives sur leurs missiles balistiques intercontinentaux, chose qu'à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore, malgré les affirmations de Pyongyang. D'un autre côté, rien n'indique qu'en cas d'invasion de leur pays, ils n'utiliseraient donc pas les armes nucléaires de manière défensive pour neutraliser d'éventuels agresseurs. Ainsi, le grand avantage nord-coréen est sa vaste artillerie déployée le long de la frontière avec la Corée du Sud. L'armée nord-coréenne peut utiliser son artillerie de roquettes et de canons en tirant des projectiles hautement explosifs pour menacer la population civile, les infrastructures et l'industrie en Corée du Sud. Cela donnerait à la Corée du Nord le pouvoir de contraindre le gouvernement sud-coréen ou de riposter contre des actions militaires ou politiques sud-coréennes. Et cela sans même avoir besoin de recourir à ses arsenaux chimiques ou nucléaires. Si ces systèmes d'artillerie tirent hors des armes chimiques ou nucléaires, alors ce serait encore pire. On passerait du mauvais au désastreux, car la menace pour les civils sud-coréens augmenterait fortement. Bien que le dialogue récent entre les États-Unis, la Corée du Sud et la Corée du Nord puisse réduire le risque de conflit ou de reprise de la guerre de Corée. Cette initiative est encore assez récente et ses résultats restent incertains. Jusqu'à ce qu'une paix durable soit atteinte et que l'énorme force d'artillerie de la Corée du Nord soit démantelée,
cela reste une menace sérieuse, réelle et immédiate. Il est donc évident que la Corée du Nord pourrait, sans avertissement, causer des milliers de victimes en 1 minute et plus de 100 000 en 1 heure. Les options des Nord-Coréens pour lancer ces attaques vont de se concentrer sur Séoul à répartir leur feu sur toute la longueur de la zone démilitarisée. Les défis que la Corée du Sud et les États-Unis rencontreraient pour stopper les attaques, ou autrement, protéger la population civile avant que des dégâts très graves ne soient causés, relèverait d'un défi absolument colossal. Cela montre à quel point il est important d'éviter la guerre ou de désamorcer la situation le plus rapidement possible. La Corée du Nord possède des milliers de tonnes d'agents chimiques, dont beaucoup ont été transformés en armes pour être utilisés dans l'artillerie. Et ils peuvent avoir entre 20 et 100 dispositifs nucléaires qui, bien qu'ils ne puissent pas être utilisés efficacement lors d'attaques, démontrent la capacité de fabriquer des armes à l'uranium suffisamment petites pour être utilisées dans l'artillerie de roquettes. Moins destructeurs que les armes nucléaires, ils resteraient néanmoins dévastateurs. Mais dans les visualisations, si nous omettons les armes chimiques et nucléaires, c'est uniquement pour pouvoir calculer les effets de l'artillerie conventionnelle et le risque qu'elle représente pour les centres de population sud-coréens. On peut déjà se faire une idée de l'ampleur des dégâts, car numériquement, les forces de la Corée du Nord comptent parmi les plus grandes du monde, probablement autour d'1 200 000 militaires en service actif. Et bien qu'une grande partie de l'équipement nord-coréen soit effectivement obsolète et que ses dépenses de défense soient nettement inférieures à celles de tous les pays voisins. La posture militariste et l'état d'alerte quasi permanent du régime le long de la frontière de la zone démilitarisée, qui abrite la moitié de toute l'armée nord-coréenne, garantissent que l'artillerie conventionnelle de Pyongyang reste constamment capable de répondre immédiatement. Actuellement, on estime qu'ils possèdent environ 4800 pièces d'artillerie de courte, moyenne et longue portée tout le long de la zone démilitarisée, capables de tirer des obus d'artillerie et des roquettes jusqu'à 25 km de portée pour l'artillerie à longue portée. Environ 950 de ces pièces pourraient atteindre la capitale sud-coréenne, Séoul, ainsi que les centres de population environnants. Et une grande partie de cette artillerie se trouve dans des positions d'artillerie renforcées, fortement fortifiées, avec des capacités de défense anti-aérienne déployées dans la zone. Ces mesures de protection physique rendent les attaques aériennes et les tirs de contre-batterie contre l'artillerie nord-coréenne difficiles pour les forces américaines et sud-coréennes. C'est-à-dire même si l'aviation sud-coréenne et américaine est largement supérieure. Le nombre de pièces d'artillerie protégées par ces dispositifs ferait qu'il faudrait beaucoup de temps avant qu'elles ne soient correctement neutralisées. Ce qui ferait qu'entre-temps, la destruction causée en Corée du Sud serait d'une ampleur biblique. L'aviation sud-coréenne est absolument et largement supérieure à l'aviation nord-coréenne, mais le nombre de cibles nord-coréennes rendrait ce travail presque impossible. La Corée du Sud est le 27e pays le plus peuplé, avec plus de 50 millions d'habitants. La Grande Séoul regroupe près de la moitié de la population sud-coréenne, soit 25 millions d'habitants. Ces civils sont vulnérables aux attaques d'artillerie avancées à moyenne portée de la Corée du Nord. Et le centre de Séoul étant vulnérable aux dispositifs nord-coréens de moyenne portée qui sont positionnés autour de la ville nord-coréenne de Kaesong. Et pour estimer le nombre de victimes et de morts résultant de potentielles attaques de l'artillerie nord-coréenne, il est d'abord important de connaître le nombre de leurs systèmes d'artillerie. Qu'il s'agisse de canons ou de lance-roquettes avec une portée supérieure à 10 km normalement situés à portée de la Corée du Sud, ce sont les systèmes de moyenne et longue portée qui sont déployés le long de la zone démilitarisée. Pour faciliter l'analyse, les systèmes ont été divisés en groupes associés à chaque corps avancé de la Corée du Nord et les zones de plus forte densité de population en Corée du Sud ont été identifiées, qui pourraient être des cibles pour chaque type de système dans chaque groupe, les zones cibles potentielles spécifiques à chaque type de système dans chaque groupe de corps de la force nord-coréenne. Cela a été fait sur la base de 5 cas, une attaque économique contre l'usine LGP-Dix à Paju, 2 attaques coercitives lors d'une manifestation dans la zone démilitarisée, 3 attaques coercitives,
Manifestation à Séoul, K4 barrages d'artillerie avec attaque le long de la K5 barrages d'artillerie, attaque sur Séoul ou mer de feu. Pour chaque cas, le nombre de tirs d'artillerie, d'obus et de roquettes de chaque calibre pouvant être tirés sur chaque zone cible a été évalué, en estimant ainsi les cadences de tir maximales atteignables par chaque type de système d'artillerie pendant 1 minute et 1 heure, à partir de sources militaires non divulguées de Corée du Sud et des États-Unis. Dans le premier cas, l'attaque économique, la Corée du Nord lancerait un barrage d'artillerie surprise sur le complexe LGP-10 à Paju en utilisant 6 obusiers de 152 mm et 6 lance-roquettes multiples de 122 mm. L'attaque, bien que brève, n'utiliserait que 12 pièces d'artillerie, mais elle pourrait tout de même causer des milliers de victimes si elle était lancée pendant les heures de pointe de la production de LG, puisque le complexe abrite plus de 20 000 employés, et la question est qu'une attaque nord-coréenne contre cette cible économique aussi significative serait préjudiciable à l'économie sud-coréenne, avec des répercussions même à l'échelle mondiale. Et cela aurait un effet psychologique profond sur la population sud-coréenne. En 5 minutes, on estimerait déjà 8500 victimes entre morts et blessés, rien que dans ce pôle. Notez qu'en regardant cette bande frontalière, nous aurions près de 30 000 morts, et encore une fois, en quelques minutes. Dans le cas 2, l'attaque coercitive de manifestation de la zone démilitarisée. La Corée du Nord mène une attaque coercitive qui ne dure qu'1 minute, en utilisant toute l'artillerie de moyenne portée de son corps avancé pour frapper les villes et les centres de population le long de toute la zone démilitarisée, comparé au K4 que nous verrons plus tard. Une attaque à moyenne portée atteindrait Séoul en 1 minute, causant environ 4 fois plus de victimes, 10 000 tirs d'artillerie en 1 minute concentrés sur Séoul. Cela a le potentiel d'atteindre des chiffres de plus de 150 000 victimes, incluant des blessés et des morts. Ce barrage d'artillerie contre le centre de Séoul pourrait provoquer des dizaines de milliers de victimes civiles. Une telle attaque, même si elle ne dure que quelques minutes, peut avoir des effets dévastateurs sur l'économie et la population sud-coréenne, ce qui finirait également par se répercuter sur l'économie mondiale. Dans le cas 3, l'attaque coercitive de démonstration à Séoul. La Corée du Nord lancerait un barrage surprise de roquettes sur le centre de Séoul en utilisant des lance-roquettes de 240 mm, bien que la brève attaque n'utiliserait que 54 lance-roquettes, elle pourrait causer des dizaines de milliers de victimes et provoquer la panique parmi la population. Il est difficile d'estimer les pertes civiles ici, car nous parlons d'une zone qui place plus de 2 millions de personnes comme cible potentielle. Il y aurait probablement, en quelques minutes et heures, déjà des centaines de milliers de morts et de blessés. Dans le cas 4 pire scénario. Avec le barrage d'artillerie nord-coréen s'étendant sur toute la zone de Séoul, la Corée du Nord lancerait un barrage massif sans avertissement, littéralement une pluie de feu et de fer. En utilisant plus de 5700 pièces d'artillerie de longue et moyenne portées sur toute la longueur de la zone démilitarisée. L'attaque toucherait les principaux centres de population, Incheon, Séoul, Gimpo, Paju et Yongchon, ainsi que d'autres villes importantes, ainsi que la base de l'armée américaine, Kankesi, qui abrite plus de 6300 villes. Nous parlons d'environ 385 000 tirs en seulement 1 heure, ce qui entraînerait déjà une estimation de plus de 200 000 victimes civiles, entre morts et blessés. Enfin, le cas 5, le barrage d'artillerie, l'attaque contre Séoul et la mer de feu. Les Nord-Coréens lancent alors un vaste barrage sans avertissement sur les zones les plus peuplées du centre de Séoul. En utilisant 324 pièces d'artillerie de moyenne portée il y a peu, les dispositifs de moyenne portée de la Corée du Nord sont capables d'atteindre la ville où vivent 10 millions de personnes, avec des milliers de munitions explosives dans une seule salve, soit environ 14 000 tirs en seulement 1 heure. Bien que le cas 5 soit moindre que le cas 4, c'est déjà suffisant pour que l'on parle d'environ 130 000 pertes civiles. Sur ce graphique, nous avons donc le coût humain de cette guerre comparé à d'autres événements à forte mortalité dans l'histoire. Cependant, ce que je veux que vous gardiez à l'esprit, c'est que nous parlons uniquement des premières minutes de cette guerre,
c'est-à-dire seulement de la première heure de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette analyse vise donc à examiner les conséquences de l'utilisation par la Corée du Nord d'attaques d'artillerie conventionnelles limitées. Autrement dit, il ne s'agit pas d'utiliser des armes chimiques ou nucléaires contre la Corée du Sud pour contraindre, riposter, dissuader ou terroriser sa population. Autrement dit, l'utilisation d'armes chimiques et nucléaires n'a même pas été prise en compte dans les calculs. Donc, malgré son obsolescence, l'appareil militaire nord-coréen, qui en général date des années 1950-60 ou au maximum des années 70, ne doit pas être sous-estimé en raison de son volume. Écarter une nouvelle guerre de Corée. Les Nord-Coréens, sans utiliser d'armes nucléaires, ne pourraient là pas avancer vers le Sud et vaincre les Sud-Coréens. Croire à une victoire nord-coréenne sans qu'elle utilise des armes nucléaires, c'est ne pas avoir la moindre notion de la réalité. Il est peu probable que les Nord-Coréens parviennent même à traverser le 38e parallèle qui divise les deux pays, mais, et c'est très important, la Corée du Sud connaîtrait une dévastation inégalée depuis Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui la retirerait de la chaîne économique mondiale ? Peut-être pendant des décennies, et l'économie mondiale, déjà fragilisée, serait touchée comme un coup de poignard dans le ventre, vu le rôle essentiel de la Corée du Sud dans la production mondiale de haute technologie. Une conclusion fondamentale des 5 scénarios présentés est que le défi suprême pour la Corée du Sud, les États-Unis et leurs alliés, est principal et absolu. Avant tout, il faut éviter une situation où la Corée du Nord se sentirait obligée d'attaquer le Sud avec son artillerie conventionnelle. Et le rapport indique que, si les Nord-Coréens lancèrent une telle attaque, l'objectif de la Corée du Sud, des États-Unis et de leurs alliés devrait être d'arrêter les bombardements pour éviter une nouvelle escalade, étant donné que les bombardements nord-coréens pourraient tuer des milliers de personnes en seulement 1 heure, sans avertissement préalable. Il serait très difficile pour la Corée du Sud et les États-Unis, une fois l'attaque commencée, de l'arrêter ou de protéger autrement la population civile sud-coréenne. Cependant, malgré les pertes d'une telle attaque qui serait terrible, elle resterait insignifiante en comparaison avec les victimes qui pourraient leur résulter d'une attaque nucléaire contre Séoul ou d'autres villes de Corée du Sud si les Nord-Coréens parvenaient effectivement à développer toutes les étapes de cette capacité de guerre, la guerre nucléaire. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et un grand merci à Nilvo Pantel pour sa précieuse contribution à la chaîne Géopolitique mondiale. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification et de nous suivre sur les autres réseaux Instagram et Telegram pour rester informé des nouveautés de la chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.